Bien le bonjour, dans cette courte vidéo avec mon chat Chichi, je vais on va revenir sur le principe de la pression. Donc la pression, c'est un terme qu'on entend fréquemment dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire la pression dans les pneus, la pression atmosphérique, la pression artérielle, la pression de performer dans un examen ou de performer dans une discipline sportive. Donc peu importe. Évidemment, je ne parlais pas de la dernière pression, mais de toutes les autres, oui. En fait, en termes scientifiques, théoriques et mathématiques. Donc pour traiter de la pression, on va parler de la... Qu'est-ce que la définition de la pression? On va parler faire un exemple en fait de calcul mathématique associé à la pression. On va parler aussi de la pression engendrée par les fluides compressibles et par les fluides incompressibles. Donc, on est parti. Allons-y avec, donc la définition de la pression. Donc, qu'est-ce que c'est que la pression? Donc, je vais effacer ça juste ici. Voilà. Donc, la pression, c'est le résultat d'une force appliquée sur une surface. Donc, imaginez que vous avez une surface juste ici. Je vais y appliquer une force de compression. Donc, symbole de la force de compression, comme ceci. Bon, un semblant de flèche. Donc, la force, elle est mise sur une certaine portion donc, de cette surface. Donc, si je mets une force, donc, par exemple, je mets mon poing sur la table et que je force, ben, j'applique une pression. Mathématiquement, de quoi ça aurait l'air? La formule est la suivante. La pression est égale à la force divisée par l'air. Important, la force, les unités de mesure, c'est le Newton, et l'air, dans ce calcul, vraiment important, c'est le mètre carré. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important? Parce que ben, une aire, en fait, on peut calculer ça en centimètres carrés, en millimètres carrés, en décimètres carrés, en kilomètres carrés. Oui. Toutefois, il faut savoir que un Newton par mètre carré, oui, merci Chichi. Donc, 1 newton par mètre carré, c'est la même chose que 1 pascal. Le pascal, c'est une unité de mesure qu'on se sert couramment, un dérivé donc du système international d'unités. Pascal, ça vient de Blaise Pascal, qui était un mathématicien. Donc, on a nommé cette unité-là en son honneur. Donc, important de savoir que 1 newton par mètre carré, c'est 1 pascal. Et bien entendu, c'est important de savoir aussi que 1 kilopascal, ce qu'on entend plus fréquemment peut-être, kilo veut dire 1000, donc 1 kilopascal, c'est 1000 pascal. Autrement dit, 1 kilopascal, c'est 1000 newtons par mètre carré. Et c'est rare qu'on va servir du pascal. Pourquoi? Parce que c'est une pression qui est plutôt faible. Prenons par exemple la pression atmosphérique. Mais la pression atmosphérique normale au niveau de la mer, donc au niveau de votre ville, à moins que vous habitiez en haute altitude. C'est sûr que vous habitez haut dans le Mont-Saint-Hilaire ou Mont-Saint-Bruno, c'est peut-être un peu plus faible, mais il reste qu'au niveau de la mer, c'est 101,325. Donc, qui est kilopascal, donc 101,325, qui est la normalité pour la pression atmosphérique au niveau de la mer. Donc, vous voyez que le pascal, c'est faible. Alors, on va voir le tout, on va l'appliquer à un exemple, donc, d'un problème qu'on pourrait avoir. Donc, quelle est la pression engendrée par une masse de 20 kg sur une surface de 5 cm, oups, il manque un petit carré ici, 5 cm² sur la Terre, et on va le déterminer en kilopascal. Donc, on se souvient que la pression, ben, c'est la force divisée par l'air. Donc, j'ai besoin de la force et j'ai besoin de l'air. On se souvient que la force, c'est en newton, et on se souvient que l'air, c'est en mètre carré. Donc, la force, quelle est-elle? Ben, on parle de 20 kg. Vous allez dire, ben, ça, c'est pas une force, c'est une masse. Mais c'est important de savoir que sur Terre, puisqu'il y a de la gravité, il y a une attraction gravitationnelle, c'est important de savoir que une masse va faire une force. Sur Terre, à cause de la gravitation, de l'attraction gravitationnelle ou de l'accélération gravitationnelle, peu importe comment on le stipule, ben 1 kg va émettre une force, en fait, va exercer une force de 10 newtons. Bon, les puristes vont me dire que, en fait, l'accélération ou l'attraction gravitationnelle, c'est pas 1 kg qui fait une force de 10 newtons, mais c'est plutôt 9,8. En fait, les ultra-puristes vont dire 9,81. Puis les ultra-extra-puristes vont dire 9,807 newtons. Mais pour les biens de cette vidéo, on va arrondir le tout. Donc, 1 kg sur Terre exerce une force de 10 newtons. Autrement dit, un être humain, par exemple, dont la masse serait de 50 kg, ben, il va émettre une force de 500 newtons sur le sol. Donc, ma force, autrement dit, dans ce cas-ci, c'est 20 kg.
Donc, 20 fois 10, qui est l'attraction gravitationnelle, ça va me donner 200 newtons. Donc, cette boîte juste ici va émettre une force donc de 200 newtons. L'air, maintenant, on se souvient que l'air, c'est en mètres carrés. On dit que la masse, peu importe, elle met sa force, elle applique sa force sur 5 cm². Mais attention, on le veut en mètres carrés. Petit rappel de conversion d'unité de mesure. Si vous me dites que, donc on veut passer de centimètres à mètres, hein? En fait, c'est pas tout à fait vrai, mais je vais y arriver. Si vous me dites que 1 cm, ça correspond à 0,01 mètre, vous avez tout à fait raison. Mais 1 cm² n'équivaut pas à 0,01 mètre carré. Pourquoi? Parce que pour passer de centimètre à mètre, qu'est-ce qu'on fait? On va faire, changer de couleur ici, on va faire diviser par 100. Mais attention, moi ici, je ne veux pas passer de centimètre à mètre, je veux passer de centimètre carré. Donc, je veux passer de 5 cm² et je vais le mettre ça en mètres carrés. Donc, je ne vais pas diviser par 100, je vais passer... Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est plutôt... Oups, excusez-moi. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est... Mon rayon rose, ça je voulais. Non pas diviser par 100, mais plutôt diviser par 100 au carré. Donc, vous comprenez que je l'ai passé de centimètre cube à mètre cube, ben, je diviserais par 100 au cube. Mais évidemment, ici, moi, c'est pas un volume qui m'intéresse, c'est plutôt une aire. Donc, passer de centimètre carré à mètre carré, je divise par 100 au carré. Donc, autrement dit, 5 cm², si je divise tout par 100 au carré, autrement dit, je divise par 10 000, j'arrive à 0,0005 mètres carrés. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mon calcul. Donc, si je reprends le tout, donc la pression, c'est la force divisée par l'air. Donc, ma force, c'est en bleu, tiens, était de 200 newtons. Donc, 200 newtons, que je vais diviser par mon air, qui est juste ici. Donc, 0,0005 mètres carrés. Et si je fais le calcul, bien, j'obtiens 400 000 pascal. Et je vous rappelle que 1 kilopascal, on vous laisse en kilopascal. Donc, 1 kilopascal, c'est 1000 pascal. Donc, 400 000 pascal, c'est 400 kilopascal. Tout ça est vrai parce que je vous rappelle que newton par mètre carré, c'est la même chose que le pascal. Donc, 400 000 newtons par mètre carré, 400 000 pascal et 400 kilopascal, tout ça, c'est la même chose. Maintenant, troisième point. La pression engendrée par les fluides compressibles. Donc, comment une pression peut être engendrée par un fluide compressible, comme par exemple, prenons, évidemment c'est un gaz, donc prenons par exemple, l'hélium. Donc, ce que j'ai dessiné ici, c'est 14 atomes d'hélium qui sont dans une boîte qui est fermée, scellée. Souvenez-vous qu'un gaz, les particules ont beaucoup d'énergie, donc les particules vont pouvoir faire de la vibration, une rotation, mais en plus, et le plus important, une translation. Donc, chacune des particules qui sont ici peuvent donc se promener dans une direction en ligne droite. Donc, c'est quoi un rapport avec la pression? C'est que la pression, elle est causée par les collisions entre les particules et la paroi. Plus il y a de collisions entre les particules et la paroi, plus la pression, elle est grande. Donc, pression est causée par les collisions entre les particules et les parois. Maintenant, quels sont les facteurs qui vont avoir un impact sur la pression? On va compter 3 facteurs. Autrement dit, allons-y par exemple avec quels sont les facteurs qui pourraient faire augmenter la pression. Bien, ce qu'on veut en réalité, c'est qu'il y ait plus de collisions avec la paroi dans un certain laps de temps. Premier facteur qu'on va considérer, c'est le volume. Si le volume du contenant diminue, alors la pression va augmenter. Pourquoi? Donc, voici mon deuxième contenant. Donc, ça, c'est mon premier contenant. Ça, c'est mon deuxième contenant, le plus petit ici. J'ai 14 particules d'hélium. Pourquoi 14? J'en ai aucune idée. 1, 2, 3, c'est juste que je dis, c'est ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, les particules sont plus petites. Elles ne devraient pas être plus petites, mais pour mes talents limités, vont être plus petites. Donc, les particules ont encore la même vitesse. Donc, elles sont juste dans un endroit plus petit, donc plus restreint. Elles ont la même vitesse. Donc, qu'est-ce qui va arriver?
Ben, évidemment, comme ils vont à la même vitesse, puis le même nombre de particules, ben, ils vont cogner plus souvent. C'est plus petit, plus étroit. Donc, ils vont cogner plus souvent. Donc, la pression va augmenter, plus de collisions entre les particules de parois. Deuxième facteur, le nombre de particules. Nombre de particules. Donc, si ce nombre augmente, la pression va augmenter. Donner un exemple. Donc, je reprends ma boîte initiale. Imaginez que je mets encore plus d'hélium ou un autre gaz. Tiens, par exemple, du diazote, N2. Je vais le mettre en jaune. Donc, oui, je sais que du diazote, c'est une molécule faite de 2 atomes. Mais bon, je vais dessiner la molécule comme juste un petit cercle jaune. Donc, qu'est-ce qui arrive? Je viens de rajouter du gaz à l'intérieur. Donc, et ces particules-là, disons qu'elles sont à la même température, bien entendu, que le reste, font aussi des translations. Hein, c'est un fluide compressible, c'est un gaz, donc fait des translations. Donc, plus de particules égale plus de collisions, donc plus grande pression. En passant, fait intéressant, la pression totale dans cette boîte serait égale à la somme des pressions partielles de chaque gaz. Troisième facteur, c'est la température. Donc, imaginez que je fais augmenter la température. Donc, imaginez par exemple que je fais un petit feu. Donc, voici un petit feu en dessous. Non, ça c'est un feu. Donc, en dessous, donc qu'est-ce qui va arriver? Évidemment, la température dans la boîte, donc la température du fluide compressible dans ce cas-ci, de l'hélium et du mélange avec le diazote. Mais qu'est-ce qui va arriver? Plus il y a une grande température, plus les particules sont agitées. Plus les particules sont agitées, plus leur énergie va être grande, donc plus leur vitesse va être grande, plus ils vont cogner fréquemment avec la paroi. Donc, si la température augmente, la pression va augmenter. Au contraire, la pression diminuerait si il y avait moins de collisions entre les particules et les parois. Donc, si par exemple le volume est plus grand, moins grand nombre de collisions. S'il y a un nombre de particules qui est plus faible, moins grand nombre de collisions. Sa température diminue. Ces particules ont moins d'énergie, sont moins agitées, cognent moins souvent, la pression va diminuer. Mais qu'en est-il d'un fluide qui est incompressible? C'est un peu différent. Fluide incompressible, prenons par exemple le cas de l'eau. L'eau qui est un fluide incompressible. En fait, les liquides sont des fluides incompressibles, parce que si je mets une pression dessus, leur volume ne diminuera pas, du moins au niveau macroscopique. On ne le verra pas diminuer. Il diminue, mais tellement peu qu'on ne peut pas le percevoir. Bref. Dans un fluide incompressible, donc dans un liquide, les particules ne font pas de translation. Donc, mais qu'est-ce qui cause la pression? Je reviens à la prémisse de départ. Hein? C'est entre autres lié à la force. Plus la force va être grande, plus la pression va être grande. Imaginons un cas. Donc, j'ai une boîte ici, très très grosse boîte, dans laquelle je vais mettre 2 plongeurs. Donc, voici le plongeur numéro 1. Donc, il nage comme ceci. Donc, dans l'eau. Oh boy. Voici. Et en voici un deuxième, qui va être en plus grande profondeur, que je vais dessiner comme ceci. Voilà. Maintenant, donc, pour avoir une plus grande pression, il faut qu'il y ait une plus grande force. Dans lequel des deux cas y a-t-il une plus grande force? En fait, on va s'intéresser à quelle est la masse de fluide au-dessus d'eux. Donc, regardons le plongeur numéro 1, donc la masse de liquide qui est au-dessus de lui. Et regardons le deuxième maintenant. Quelle est la masse? Bien évidemment, vous allez tout de suite constater que celui qui est en plus grande profondeur a une beaucoup plus grande masse. S'il y a une plus grande masse, il y a une plus grande force. S'il y a une plus grande force, il y a une plus grande pression. Donc, premier facteur qui va avoir un impact pour la pression engendrée par un fluide incompressible, c'est la profondeur. En passant, la pression ne va pas être seulement ressentie sur le dos de mon nageur, mais bien tout autour. Donc la pression se fait ressentir partout. Deuxième facteur qui va avoir un impact sur la pression, c'est la masse volumique. Masse volumique. Pourquoi? Reprenons l'exemple qui... Enfin non, je vais prendre un autre exemple. Je vais redessiner une autre boîte. C'est comme ceci. Oh boy. Je vais vite. Merci, le petit logiciel ramenait ça droit. Donc, imaginez encore que j'ai du liquide à l'intérieur, comme ceci. Imaginez que je mets un nageur juste ici. Donc, on va s'intéresser au volume qu'il y a au-dessus du nageur. Bon,
pourquoi je parle de masse volumique? On se souvient que la masse volumique, en rho, est égale à m sur v. Autrement dit, la masse volumique, c'est la masse d'un certain volume de liquide. Je m'explique. Imaginons, parlons de l'eau. La masse volumique de l'eau à 4 degrés Celsius est de 1 gramme par millilitre. Donc, évidemment, c'est pas très chaud pour mon plongeur, mais bon, peu importe. Ça veut dire quoi le 1 gramme par millilitre? Ça veut dire que 1 millilitre d'eau à 4 degrés Celsius a une masse de 1 gramme. Prenons un autre exemple. Par exemple, si je mets le même plongeur, la même profondeur, mais cette fois-ci, ça c'était pour l'eau, cette fois-ci, mettons-le dans le mercure, symbole Hg. C'est un métal qui est liquide à température de la pièce. Mettons, je le mets à 4 degrés Celsius. Sa masse volumique est d'environ 13,6 grammes par millilitre. Autrement dit, 1 millilitre de mercure, sa masse est d'environ 13,6 grammes. Donc, 1 millilitre de mercure, c'est environ 13,6 fois plus lourd que 1 millilitre d'eau à 4 degrés Celsius. Ça veut dire quoi? Mais pour une même profondeur, donc pour un même volume au-dessus du nageur, bien, la masse dans le mercure va être beaucoup plus grande. Donc, évidemment, si la masse est plus grande, la force est plus grande. Si la force est plus grande, la pression est plus grande. Donc, un liquide avec une masse volumique plus grande va entraîner une plus grande pression. Je voudrais même vous donner un troisième facteur. L'attraction gravitationnelle, la gravité. Prenons notre nageur qui est juste ici, à une certaine profondeur. Donc, on se souvient que la masse, si elle peut mettre une force, c'est parce qu'il y a une attraction gravitationnelle. Sur Terre, 1 kg exerce une force de 10 newtons. Prenons maintenant le nageur qui a une masse de liquide d'eau, par exemple, au-dessus de lui, amenons-le sur la Lune. La gravité de la Lune est environ 6 fois plus faible. Donc, autrement dit, 1 kg sur la Lune ne va plus mettre 10 newtons de force, mais plutôt 6 fois, en fait 6 fois moins, environ 1,77 newtons. Donc, sur Terre, 1 kg, 10 newtons. Sur la Lune, 1 kg, 1,77 newtons. Ça arrondit. Donc, on comprend que la masse d'eau au-dessus du nageur va mettre une beaucoup plus faible force sur la Lune que sur la Terre. Donc, la gravité va avoir un impact sur la pression ressentie par le nageur. Autrement dit, vous pourriez aller plus profondément dans un océan sur la Lune sans ressentir en ressentant une pression plus faible. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'océan sur la Lune. Mais ça, c'est une autre histoire.